Alors, j'ai dit bonjour, Hélène. Bonjour. Bonjour. Agfest. Yes. Donc, on me demande souvent, après les débats ou dès que je parle du mouvement Rasta, qu'est-ce que une femme blanche a à voir avec cette histoire? Sur le moment, je me suis demandé un petit peu, moi aussi, effectivement, s'il y avait une raison à tout ça. Et puis, un jour, quelqu'un dans l'assistance m'a dit « Ah, mais c'est parce que tu es une huguenote, une protestante des Cévennes, les Parpaillots. C'est bien la même mentalité. » Et je me suis dit que, ma foi, c'était peut-être pas faux, parce que mes ancêtres ont refusé de lire la Bible en latin. Ils voulaient que la Bible soit en français pour pouvoir la comprendre. Ils ont refusé d'acheter des indulgences pour aller au paradis. Ils ont décidé que le paradis, c'était quand on s'entendait bien et qu'on faisait ce qu'on voulait à sa maison, sur son terrain, sur sa terre, et que personne ne vous embêtait. Et ils sont partis dans les collines. Certains étaient des gens qui avaient un peu d'argent, qui vivaient pas mal, qui vivaient en ville avec les petits métiers, aiguiseurs de couteaux, enfin toutes sortes de petits métiers, mais c'était le début des villes en Europe. Et donc, quand ils ont vu qu'on ne les laissait pas faire ce qu'ils voulaient, qu'on les poursuivait pour penser autrement que l'Église, ils ont décidé qu'ils allaient partir dans les collines et vivre à l'écart de tout. Et ils y sont toujours. Et j'ai toujours ma maison là-bas. Et donc, ça fait quand même plus de 3 siècles qu'ils sont là-haut. Et je suis quelque part fière d'eux, ou plutôt j'ai grandi dans la fierté d'être indépendante et libre de vivre comme je veux. Et donc quand j'ai rencontré les Rastas, on n'a pas eu besoin de m'expliquer parce que c'était la même histoire. C'était vraiment des gens qui, tout simplement, avec bon sens, avaient dit « laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire ». On a construit l'Empire anglais, on a construit les pyramides, on a construit tout ce qui est grand et puissant aujourd'hui, on a construit l'Amérique. Donc on pourra bien se construire notre petite vie dans notre petite île. Ça, c'est rien du tout. Et donc, quelque part, pour moi, c'est la même chose. C'est des gens qui avaient envie de comprendre la Bible et qui se l'appropriaient, qui disaient qu'on n'avait pas besoin de personne pour la leur interpréter, qu'il suffisait de la lire et de réfléchir par soi-même, et que c'est pas tous les prédicateurs qui viendraient avec telle théorie, et qui se mettraient sur la gueule avec les gens qui n'ont pas la même théorie qu'eux, ou pas le même dogme qu'eux. C'est pas ça qui était intéressant. C'est le contact direct avec la création, et c'est la foi en soi, la foi en son intelligence, en son bon sens. Et pour moi, les Rastas, c'était ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit 1, puis 2, puis 3 bouquins. Enfin, le dernier, c'est pas mon bouquin, c'est le livre, c'est l'autobiographie de Bill Howell, qui est le fils de Leonard Howell. Et c'est un peu pour compléter ma propre ignorance, parce que lorsque j'ai découvert ce mouvement, je suis arrivée là-bas tout à fait par hasard. Je suis arrivée en Jamaïque en 79, tout à fait par hasard, après avoir tourné à travers le monde pendant plus de 10 ans. Et quand je suis arrivée là-bas, je connaissais rigoureusement rien au reggae, à Rasta. Un jour, je me souviens, j'ai vu « Oh, la photo de Sélassie, mais je connais, c'est un empereur éthiopien, ça, qu'est-ce qu'il fait là ?» Voilà. Et donc, j'ai tout découvert, en fait, petit à petit, à mesure que... Donc, je suis rentrée en France parce que je me suis dit, c'est une histoire qui n'est pas racontée. Il va falloir la raconter. Je me suis rendu compte que le peu d'articles qui paraissaient étaient vraiment à côté de la plaque. Bon, les pauvres journalistes, ils arrivent, on leur paie 2 nuits d'hôtel à Kingston et ils sont censés rentrer et expliquer la Jamaïque. Les pauvres, c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Donc on en était à un niveau vraiment très bas. Et comme moi je venais
j'étais au pays des aveugles, les borgnes sont rois, comme on dit. J'avais passé 4 mois là-bas dans le milieu musical. En 4 mois, ça m'avait permis de commencer à défricher un petit peu l'histoire. Et donc j'ai commencé à écrire dans Libération, puis dans Rock et Folk, enfin, dans les journaux musicaux de l'époque. Et du coup, j'ai voulu en savoir plus. Dès que j'ai eu le 3 francs 6 sous en poche, je suis repartie là-bas pour essayer d'approfondir un peu l'histoire. Et ça, c'était en 79. Et puis, dans les années 80, c'est la CIA qui était au pouvoir pratiquement. Et donc, je me sentais plus très bien là-bas. Et puis, mes copains se faisaient assassiner. Enfin, c'était quand même grave. Donc, et puis en plus, le reggae se détournait totalement des choses engagées, profondes, parce que justement, il y avait des menaces. Et donc, c'est l'époque où le dancehall est arrivé, la slackness, les textes, c'était sur les armes. Oui, mais ça, c'est après la disparition de Bob. Comment t'as rencontré Bob ou pas? Oui, j'ai rencontré Bob, mais pour moi, Bob, c'est juste, voilà, c'est la superstar de l'histoire, c'est peut-être le meilleur messager parce qu'il a des textes extraordinaires, mais il y a d'autres textes que j'aime autant que ceux de Bob, et c'est un corpus, c'est comme la Bible, il y a des psaumes d'un tel, il y a des psaumes de quelqu'un d'autre, mais en fait... à lire. J'ai pratiquement jamais lu la Bible, moi. Bah, c'est comme tout, c'est un livre qui a été utilisé comme outil par des gens opprimés et des gens qui ne croyaient plus en eux pour se reconstruire de l'intérieur. C'est le premier livre qui a été donné aux esclaves. Et ça, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire parce qu'on les avait privés de tout. Or, la Bible, d'après moi, c'est un livre africain. C'est un livre, oui, c'est un livre qui n'a pas été écrit forcément en Afrique, mais on y parle de lions et on y parle de désert et on y parle de ça raconte tribus. Ça raconte la vie des Africains alors. L'histoire est basée sur l'Égypte, c'est en Afrique. Enfin, brusquement, ils ont repris contact avec l'Afrique à travers la Bible. Donc, bon, même si ça n'est qu'un outil. Un outil, on peut faire du mal avec, comme on peut faire du bien. Et la Bible, on s'en est servi aussi pour faire du mal, pour opprimer des gens, pour les dévaloriser, etc. Mais eux, les esclaves, c'est pas les colons qui leur ont donné la Bible, bien sûr, parce que les colons, ils étaient anglicans et ils avaient autre chose en tête. Mais c'est les baptistes. Et les baptistes, ils lisaient la Bible à leur manière. Ils disaient... je suis noir et beau, alors que les anglicans disaient je suis noir mais beau. La différence est claire. La différence est claire. Voilà, donc la Bible en Jamaïque n'a pas cette connotation vraiment pourrie, pervertie, hypocrite qu'elle peut avoir en France. Elle n'a pas été laminée par les églises et les dogmes comme elle l'a été en France. Donc la Bible en Jamaïque, c'est intéressant de la lire parce qu'on a un tout autre regard dessus. Et surtout de la lire comme l'ont lu les Rastas, c'est-à-dire de manière très très critique et en interprétant tout à leur manière. Voilà, donc... c'est comme ça aussi que les protestants la lisaient. Ils la lisaient en français pour récupérer les choses qui, eux, leur faisaient du bien. Donc, c'était un outil de libération. La lecture est toujours un outil de libération. Et c'était le seul livre. Et c'était un gros livre. Il y en avait pour toute la vie, si on voulait. Pour une fois qu'ils ont la chance de pouvoir lire aussi, c'est ça. Parce qu'ils étaient interdits de tout. Et là, ils ont la Bible, donc c'était vraiment un moyen d'évasion. Alors, tu as fait un film sur les Rastas. Le premier, comment il s'appelle? Tu en as fait combien déjà? Tu veux parler du cinéma? Ouais. Uniquement. Bon.
premiers films que j'ai fait n'avaient rien à voir, c'était des tout petits documentaires sur des groupes de musique, etc. J'ai même oublié leur nom, je me souviens que j'en ai fait un sur le Ralam, j'ai fait un film sur Jimmy Cliff, avec un mec qui s'appelle Bergeron, on a fait ça à deux. Donc je suis assez fière qu'il y ait un très joli film sur Jimmy. Et puis j'ai fait sur la Jamaïque, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le premier Rasta, hein, c'est tout. Oh, j'ai fait des petits films, des petits documentaires sur la télé jamaïcaine, c'était une série d'Arte, enfin des petits trucs pour toi, sans grande importance. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu dis, mais nous quand on reçoit les films, pour nous c'est... Celui sur Jimmy est pas mal. Et puis le premier Rasta, voilà, c'est vraiment... C'est la matière du livre, qui est une recherche que j'ai faite pendant une dizaine d'années sur Léonard Howell. Et le film n'est qu'une reprise de ces thèmes sous forme cinématographique avec les témoins qui m'avaient informé, mes informateurs du livre. Donc en fait, l'œuvre vraiment centrale, c'est le premier Rasta, c'est le livre, parce que c'est là qu'il y a toute la recherche. Mais disons qu'entre la parution du livre et la parution du film, il y a plus de 10 ans, et qu'est-ce que je dis, il y a même 20 ans. Et entre-temps, j'avais découvert plein d'autres choses. Donc dans le film, il y a une vision plus moderne, plus actualisée de la recherche. Et donc, quand j'ai rencontré Bill Howell, ou Blade Howell, le fils de Léonard Howell, qui est le fondateur de la première communauté, le Pinacle, j'ai eu un peu une vision. Ma vision a été un peu bouleversée par ce qu'il me racontait, parce que lui, il avait été enfant là-bas, il est né là-bas, dans cette communauté du Pinacle. Et sa façon de voir les choses n'a rien à voir avec tout ce qu'on lit dans les livres ou dans les médias. Ce qu'on lit, c'est pluttout commercial, à fond. Les gens n'ont pas l'air de se rendre compte que c'est important. Pour eux, ils répètent toutes les âneries qu'on a répétées sur Léonard Howell en Jamaïque pour essayer de le déconsidérer auprès de ses adeptes et trouver des prétextes de le mettre en prison et de s'en débarrasser. Donc malheureusement, c'est vraiment que des bêtises, y compris les prétendus savants, les professeurs de l'université, qui ont continué à dire des tas de bêtises sur sa vie, sur le rapport de l'université en 1960. Ne dit que des bêtises, mais vraiment des grossières erreurs sur Léonard Howell. Ce qui est quand même étonnant, parce que a priori c'est un rapport qui essayait de redonner un petit peu de respectabilité aux Rasta, montrer qu'ils avaient une vraie histoire, qu'ils étaient rattachés au mouvement de retour à l'Afrique, à l'émancipation, etc. Mais est-ce que c'est pas, on dit le premier Rasta? Oui. Mais pour les Jamaïcains, ce que je sais, le peu que je sais, le Rasta, c'est Haïlé et personne d'autre. mais Rastafari, c'est effectivement le nom de Haïlé Sélassié, c'est d'accord. Mais les gens on leur a donné ce nom Rastafarite, puisqu'on ne dit pas Rastafari, on dit Rastafarite en anglais. Et on leur a donné ce nom autour de 1934, quand ils ont été arrêtés, persécutés, et finalement arrêtés, mis en prison, etc. Où elle a fait 2 ans de prison à cette époque. C'est l'époque où le pays a pris conscience de l'existence de ce mouvement. Et à cette époque, tous ces OL et tous ces gens qui le suivaient n'avaient pas de nom. Donc on disait les adeptes de Rastafari, c'est-à-dire les Rastafarites. C'était le nom qu'on leur donnait. Et c'est les journaux qui ont inventé un nom parce qu'il fallait bien leur donner un nom. Sans ça, eux-mêmes, ils ne s'étaient pas donné ce nom-là. C'est pour ça que je dis c'est le premier Rasta, parce qu'il y a eu des tas de gens qui pensaient la même chose que lui ou à peu près, mais
qui n'ont pas été appelés par le nom de Rasta, qui a été inventé vraiment à l'occasion de son procès. Ouais. C'est pour ça qu'il est le premier à avoir été appelé Rasta. Ouais. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le fait que j'appelle ce mec le premier Rasta, mais bon, ça les regarde. Pour moi, c'est le premier Rasta parce que les journaux lui ont donné ce nom. Ouais. Mais bon, peu importe. De toute façon, le mouvement Rasta, il y a plein d'idées dedans. Ouais. Il y a des idées qui viennent de la Bible, il y a des idées qui viennent de l'islam, il y a des idées qui viennent des hindous. C'est ça, justement, parce que c'est ouvert. Voilà. Autour des bouddhistes, des musulmans, des marxistes. En fait, j'ai dit ça parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui dit ouais, mais Orwell, quand on dit c'est le premier Rasta, non, on a un seul Rasta, c'est Haïlé, c'est ce que les gens disent. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que c'est pas parce que en disant que Orwell est le premier Rasta, est-ce qu'il ne prend pas là la place de Haïlé qui est le Rasta en fait? Non, il est Ras Tafari et il est Haïlé Sélassié. Ouais. Il n'a jamais été Rasta. Le mot Rasta ne veut rien dire pour un mec comme Sélassié. Ouais. Lui c'est l'empereur, si tu veux mettre tous ses titres. Ouais. Nulle part tu vas trouver Rasta, tu vas trouver Ras, tu vas trouver Tafari. Et même pas Tafari. Tafari, ouais, Makonnen, ouais. Voilà. Donc tu vas jamais trouver qu'on l'a appelé Rasta. Ouais, mais c'est cette mauvaise compréhension des choses qui fait que les choses sont toujours brouillées parce que ce qu'on sait, nous, au bas niveau, on dit Rastafari, Rasta, on dit bon, les gens, ils ont pris le nom Rasta parce que dès l'instant où ils ont dit que Haïlé était leur guide spirituel, on va dire, alors ils ont pris le nom, c'est ça qu'on dit en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens même qui se reconnaissent pas dedans, parce que quand le texte, peut-être c'est pas le vrai texte, mais ce qu'on dit au bas niveau, on dit Haïlé c'est le dieu des Rastas. Et tous ceux qui connaissent Haïlé comme un roi d'Éthiopie, avec tout ce que la politique comporte, hein, et il ne se retrouve pas dedans, il dit non, il n'est pas bon Dieu, peut-être il est le Dieu des Jamaïcains qui disent que lui, il est leur... C'est pour ça que ça coince un peu quand on parle de Orwell et puis on parle d'Haïlé. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est pas pour cette raison-là que les gens repoussent un peu l'histoire de Orwell? Je vais te dire pourquoi les gens repoussent l'histoire de Orwell. Yes. C'est parce que quand ce type est arrivé, c'était en pleine colonisation, plein système colonial, répression, interdiction de penser, tout ce que les esclaves avaient droit de faire, c'est de se bourrer la gueule au rhum, s'ils pouvaient s'en offrir, et d'oublier ce qui se passait autour d'eux. C'était vraiment une époque où les Noirs n'avaient pas le droit de penser. Ouais. Donc les églises étaient... Certaines églises étaient... certaines dénominations, comme ils disent, étaient ouvertes et les aidaient vraiment à se sentir plus forts, à chanter, par exemple, chanter, taper des tambours dans l'église, ça se faisait pas chez les colons. Donc, à part ça, il n'y avait vraiment aucune façon de s'échapper mentalement. Sauf que, comme c'est une équipe de gens qui étaient partis à l'étranger, c'est des voyageurs qui ont fondé le mouvement Rasta. C'est pas des Jamaïcains. Enfin, c'est pas des Jamaïcains qui étaient restés là, c'est des gens qui étaient partis travailler sur les chantiers de Panama, c'était des gens qui étaient partis à la guerre de 14. Il y a eu quand même 11 000 engagés dans la guerre de 14, rien qu'en Jamaïque, 11 000. Ouais. Plus énorme. De 10%. C'est énorme. C'est énorme. Donc, bon, c'est des gens qui, déjà, avaient trouvé à l'étranger, à New York, à Harlem, sur les bateaux, tous ceux qui avaient suivi Marcus Garvey aussi, qui étaient partis là-bas grâce à Marcus Garvey, qui avaient fait le tour du monde plusieurs fois. Orwell avait fait le tour du monde plusieurs fois. Donc tous ces gens-là, qui avaient pu rencontrer des idées et découvrir plein de choses, plein de pensées, plein de dogmes en parcourant le monde, quand ils ont été
renvoyés de tous les pays où ils étaient hébergés, brusquement, Grande Dépression, fout dehors tous les étrangers, comme on fait partout. Ils se retrouvent en Jamaïque, et c'est là que, petit à petit, ils créent cette espèce de mode de vie, mode de pensée, religion qui n'en est pas une, etc. Une sorte de petite culture dans ce petit groupe de gens qui, au départ, comptaient quelques dizaines de personnes, sans plus. Et dans ce mouvement, il y avait des gens qui étaient allés en Éthiopie, il y avait des gens qui voulaient qu'on retourne en Éthiopie, et il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'on retourne en Éthiopie, qui étaient très bien en Jamaïque, simplement débarrassés de l'oppression. Et donc, parmi tous ces gens qui avaient des idées différentes, qui avaient ramassé des pensées, des dogmes et des théories différentes, c'est le petit groupe de OL qui, non pas a remarqué que les titres de Sélassié étaient dans la Bible, parce que ça, il l'avait remarqué bien avant, depuis les années 20, depuis même avant. Depuis le début du XXe siècle, il y avait des gens qui avaient remarqué que dans la Bible, on parle d'un certain roi des rois qui va venir en Éthiopie et qui va vraiment changer les choses. C'est pas cette histoire de Marcus Garvey c'est pas Marcus Garvey qui a dit ça. D'accord. C'est pas Marcus Garvey, c'est le révérend Webb. Et si je me souviens bien, c'est en 1921. Mais il y en avait d'autres. C'est une vieille histoire. Le roi des rois qui va venir d'Éthiopie et qui va aider la race noire à s'en sortir. Donc c'était des choses qui existaient en vrac. Et tout ça s'est rassemblé avec tous ces voyageurs qui sont revenus en Jamaïque et qui se sont retrouvés et qui ont dit maintenant qu'est-ce qu'on fait? Chacun avait des idées et des influences différentes. Mais une chose dont ils étaient sûrs, c'est que, il fallait plus travailler pour les Anglais, qu'on ne faisait que renforcer un système d'exploitation, qu'ils n'avaient rien à en tirer, aucun profit à en tirer, et d'autre part, que la seule façon pour eux d'arriver à obtenir cette indépendance, c'était d'avoir une terre à eux. Donc de créer une communauté, d'avoir une terre où ils créeraient une communauté, où ils vivraient selon leurs règles. C'est ça qui a fait la différence des Rastas.